Bonjour à tous et merci aux braves gens sur Patreon d'avoir voté pour ce sujet en particulier. Ce qu'ils ont demandé, c'était essentiellement une courte liste des petits navires qui assuraient l'approvisionnement et la logistique, donc les escorteurs de convoi et ainsi de suite. Alors, je me suis penché sur la question et j'ai très vite compris que le type d'escorte que vous obtenez pour chaque type de convoi dépend beaucoup de l'endroit où se trouvent ces convois. Par exemple, un convoi de ravitaillement partant de la côte ouest des États-Unis vers l'Australie ne sera pas du tout aussi fortement escorté qu'un convoi de ravitaillement allant de New York à Liverpool, par exemple. Mais la composition de ces escortes va aussi changer de manière assez spectaculaire. Dans les deux cas, il faut une forte protection anti-sous-marine. Mais selon la période de l'année et la phase de la guerre que vous examinez, le convoi de l'Atlantique aura probablement besoin d'un nombre bien plus important d'escortes capables d'affronter des navires de surface, c'est-à-dire des navires aptes à affronter un corsaire allemand si besoin, alors que les corsaires japonais n'étaient guère préoccupants dans le Pacifique Sud. Il y a aussi les convois de la Méditerranée et de l'Arctique. Alors qu'il y avait un besoin de capacité antiaérienne sur les convois de l'Atlantique pour combattre les avions d'attaque allemands à long rayon d'action, ce n'était pas un besoin extrêmement élevé. Alors que si vous dirigez les convois de l'Arctique ou de la Méditerranée, ou même certains des convois qui partaient, disons, de Gibraltar, longeaient la baie de Biscaye et allaient jusqu'au Royaume-Uni, ces convois pouvaient subir des attaques aériennes bien plus importantes. Les convois de ravitaillement de Malte constituaient sans doute l'exemple majeur, nécessitant donc une bien plus grande capacité anti-aérienne. Cela pouvait signifier des navires d'escorte avec plus de canons anti-aériens, l'utilisation d'un autre type de navire d'escorte ou des déploiements massifs d'unités régulières de la flotte. Encore une fois, les convois de Malte en étant l'exemple principal, où l'on pouvait trouver des porte-avions, des croiseurs lourds et légers, ainsi que des navires capitaux. Bien que ces mesures protègent aussi contre les attaques de surface, si la Regia Marina naviguait en Méditerranée ou si les navires de la Kriegsmarine en Norvège entraient en action dans l'Arctique, une grande partie de leur rôle était de fournir un soutien anti-aérien lourd. Et puis, il y a même les convois d'invasion, ceux sur de courtes distances comme ceux allant du Royaume-Uni vers la France pour le jour J, et ceux sur de très longues distances partant de divers ports contrôlés par les États-Unis vers différentes îles contrôlées par les Japonais dans le Pacifique occidental. Mais comme la question portait principalement sur les plus petits navires, j'ai décidé deux choses. Premièrement, hormis les conversions de navires marchands et les porte-avions d'escorte, nous exclurons tout ce qui dépasse sensiblement la taille d'un destroyer, car les petits navires sont petits. Et deuxièmement, nous allons nous concentrer principalement sur le type de navire qu'on pouvait s'attendre à trouver sur les routes de convoi de l'Atlantique et éventuellement de l'Arctique. Principalement parce que si vous essayez d'équilibrer le danger, la durée du voyage et le nombre de convois effectués, l'Atlantique est bien sûr le creuset de la plupart des opérations de convoi et certainement des plus célèbres. L'Arctique mérite aussi de l'attention. Donc, ce que nous allons faire ici, c'est examiner les petits navires, principalement de ces convois, mais vous trouverez également un certain nombre de ces types de navires, en fait, la plupart de ces types de navires, sur d'autres routes de convoi également. Et cela devrait permettre de couvrir la plupart des navires qu'on pouvait normalement rencontrer. Bien sûr, si vous pensez que j'ai oublié un type particulier de navire, n'hésitez pas à nous le faire savoir dans les commentaires ci-dessous et nous pourrons revenir avec des détails spécifiques sur certains de ces navires plus spécialisés. Cela étant dit, allons-y. Ainsi, parmi les plus petits navires employés pour escorter un convoi, on trouve des navires comme celui-ci. Ceci est un chalutier armé de la classe Easel. Comme on le voit avec les hommes alignés sur la proue, ce ne sont pas de grands navires. Au fur et à mesure, ce que nous allons faire, c'est que pour chaque type de navire, nous prendrons quelques classes représentatives plutôt que de passer en revue chaque classe, car il existe de nombreux types de navires où il y a quelques classes assez importantes et ensuite une demi-douzaine ou plus de petites classes qui n'ont parfois été produites qu'à moins de 10 exemplaires, voire à peine plus d'une dizaine. Si nous devions toutes les passer en revue, cela prendrait la majorité de mes 5 minutes de présentation pour les petits navires, et nous serions ici toute la semaine. Donc, la classe Isle est un très bon exemple de chalutier naval. Pendant la Première Guerre mondiale, les chalutiers navals avaient été à la fois construits directement pour la marine, mais aussi largement réquisitionnés depuis le service commercial.
alors qu'un certain nombre de chalutiers ont été réquisitionnés depuis le service commercial pendant la Seconde Guerre mondiale, y compris, ironiquement, un bon nombre de chalutiers navals de la classe Castle. Ceux-ci avaient été construits spécialement pour la marine pendant la Première Guerre mondiale, vendus au secteur privé pendant l'entre-deux-guerres, puis repris par la marine pendant la Seconde Guerre mondiale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la grande majorité des chalutiers de la marine étaient en réalité des navires construits spécialement à cet effet. Et honnêtement, ils n'étaient le premier choix de personne pour escorter les convois. Ils étaient petits, généralement autour de 500 tonnes à quelques centaines près, et assez lents. Un bon nombre d'entre eux ne pouvaient atteindre que 12 à 13 nœuds, ce qui signifiait qu'ils étaient dépassés par les convois rapides et pouvaient à peine suivre les plus lents. Et leur armement n'avait vraiment rien d'exceptionnel. Très souvent, ils n'avaient qu'un seul canon de 3 pouces, parfois un de 4 pouces à l'avant. Quelques canons anti-aériens. Plus tard dans la guerre, ils commençaient avec quelques mitrailleuses, puis quelques canons Oerlikon de 20 mm, et c'était à peu près tout. Ils étaient également équipés de quelques grenades sous-marines et, dans la plupart des cas, lorsqu'ils étaient affectés à l'escorte de convoi, d'un ASDIC ou sonar. Mais ils étaient vraiment une sorte de dernier recours pour la défense d'un convoi, parce que l'un des principaux problèmes rencontrés à plusieurs reprises lors de l'escorte des convois et de la lutte contre les menaces sous-marines était que, idéalement, vous vouliez repérer et attaquer un sous-marin bien loin d'un convoi. En utilisant le radar, la reconnaissance aérienne, le renseignement, la radiogoniométrie HF, donc la radiogoniométrie à haute fréquence, ou un certain nombre d'autres méthodes pour repérer un sous-marin. Cependant, avant l'augmentation significative de l'utilisation des porte-avions d'escorte au milieu de la guerre, il fallait détacher un de vos escorteurs pour aller s'occuper de ce sous-marin. Si le sous-marin les voyait, il pouvait plonger et tenter de s'échapper. Et si votre escorteur n'était pas particulièrement rapide, alors au moment où il atteignait l'endroit où le sous-marin avait décidé de plonger, les chances que ce sous-marin soit encore à proximité étaient assez minces. Et vous savez, avec une vitesse maximale de 12 nœuds, il serait relativement difficile pour un chalutier naval de poursuivre un U-boot, parce qu'un U-boot avançant à bonne allure sous l'eau pouvait être presque aussi rapide, voire même légèrement plus rapide que le chalutier, surtout au début de la guerre et peut-être même un peu plus tard. Même si le chalutier pouvait rattraper le sous-marin, cela pouvait prendre beaucoup de temps. Le sous-marin avait de bonnes chances de s'échapper. Le sous-marin pourrait même vaincre un chalutier dans un duel au canon s'il faisait surface. Et même si l'attaque réussissait à détruire, endommager ou repousser le sous-marin, le chalutier aurait alors besoin de plusieurs heures, voire de plusieurs jours, pour rattraper le convoi. Pendant son absence du convoi, une brèche laissée par le chalutier restait dans le périmètre défensif. Ils offraient surtout une puissance de feu contre les avions. Ainsi, les chalutiers de la marine ont effectivement beaucoup servi comme escorteurs de convois, beaucoup dans les convois côtiers, mais même dans certains convois en haute mer. Presque entièrement parce qu'il n'y avait tout simplement pas assez de grands escorteurs pour assurer une protection suffisante aux convois. Et ils étaient, bien sûr, des moyens de détection s'ils étaient équipés d'ASDIC. Ils pouvaient sonder à la recherche de sous-marins et ils avaient des charges de profondeur, donc ils pouvaient attaquer physiquement les sous-marins. Le plus souvent, lors de l'escorte des convois par les chalutiers de la marine, ceux-ci restaient près du convoi. Et ils étaient utilisés surtout pour combler les brèches laissées par les plus grands escorteurs, plus performants, lorsqu'ils s'éloignaient pour attaquer des sous-marins loin du convoi, les chalutiers tenant alors leur position, espérant bloquer l'approche de différents sous-marins. Ceux-ci auraient pu soit échapper aux grands escorteurs détachés, soit attendre cette occasion pour s'engouffrer dans une brèche des défenses du convoi. Un autre type d'escorte, bien que beaucoup plus spécialement conçu pour escorter les convois contre les sous-marins, mais disponible en nombre relativement limité, était le sloop. Celle-ci avait été réintroduite en tant que classe ou concept pendant la Première Guerre mondiale et, durant l'entre-deux-guerres, avait été construite dans la Royal Navy. Et aussi par et pour diverses autres marines liées à la Royal Navy, comme les marines australiennes et canadiennes. En partie parce que ce type n'était en fait pas réglementé par les différents traités. Il avait un déplacement suffisamment faible, une vitesse suffisamment faible et ne possédait pas de canon particulièrement gros, donc on pouvait en construire autant qu'on voulait à condition d'avoir le budget nécessaire. En général, ceux-ci étaient construits en petites séries au départ et leur déplacement pouvait varier entre 500 et 1000 tonnes.
La classe Shoram, comme on le voit ici, en est un exemple particulier de ce type plus petit. Typiquement armé de 2 canons de 4 pouces, parfois, sur les types plus petits, d'un seul, ils étaient équipés dès le départ de charges de profondeur de l'ASDIC dès qu'il fut disponible et d'un petit nombre d'armes anti-aériennes. Les types plus petits étaient capables d'atteindre environ 16 nœuds, ce qui était bien plus rapide que les chalutiers. Mais au fil des années 1930, ce type de sloop a bénéficié d'une amélioration significative avec l'apparition des classes Beaton, Egret et Black Swan. Voici un navire de la classe Beaton, le HMS Stork. Et leur vitesse a augmenté pour atteindre entre 18 et 20 nœuds selon la classe exacte de sloop en question. Leur puissance de feu a beaucoup augmenté. On voit ici des canons jumelés de 4 pouces à l'avant. Selon la classe, il pouvait y avoir à l'arrière 1 ou 2 canons jumelés de 4 pouces, comme sur la classe Egret, totalisant 8 canons. Plus grands et rapides, ils étaient plus marins et transportaient plus de charges de profondeur. Ils étaient équipés d'ASDIC dès le départ, contrairement aux chalutiers, qui en étaient souvent dotés par la suite en urgence afin de pouvoir assurer l'escorte des convois. Et ils étaient généralement assez appréciés par leurs équipages. Il restait bien sûr des navires relativement petits, donc l'idée d'un escorteur très marin a une valeur quelque peu limitée lorsqu'il s'agit de naviguer dans les mers agitées de l'Atlantique et de l'Arctique. Mais ils étaient bien plus stables que les corvettes, que nous évoquerons plus tard. Des incidents hilarants survenaient aussi, surtout avec la classe Black Swan visible ici. Voici la Black Swan elle-même, où grâce à ses tourelles doubles et à une configuration qui ressemblait, selon que vous voyez un Black Swan ou un Egret, cela évoquait un croiseur léger, Leander ou Arethusa. Lorsqu'ils opéraient en formation, surtout s'ils étaient utilisés de manière agressive, les avions de reconnaissance ennemis à longue distance pouvaient parfois les confondre avec des croiseurs, voire avec des escadrons entiers de croiseurs, ce qui avait un certain effet dissuasif involontaire quant à la décision des destroyers allemands de sortir attaquer les convois qui se trouvaient près de leur base dans la baie de Biscaye. Les 2 principales limites des sloops étaient que, bien qu'ils aient été largement inspirés par certaines mesures de conception des navires marchands, ils restaient tout de même assez spécialisés. Ils étaient construits selon les normes navales et portaient un armement relativement lourd, ce qui signifiait que même avec la classe Black Swan construite en nombre relativement important pour une classe de sloops. Pendant la guerre, il n'y en a jamais eu suffisamment pour constituer la force principale de l'escorte d'un convoi, mais surtout au début de la Seconde Guerre mondiale, ils étaient souvent parmi les meilleurs escorteurs anti-sous-marins disponibles. Et à mesure que d'autres escorteurs anti-sous-marins devenaient disponibles pour les convois, on voyait les sloops former le noyau des tout premiers. Des groupes de chasse étaient formés, soit pour traquer directement les U-boots de manière totalement indépendante des convois, soit pour agir essentiellement comme des forces de renfort qui arrivaient et aidaient à escorter un convoi disposant déjà de sa propre escorte fixe dans les zones les plus dangereuses des océans. Ils se détachaient ensuite pour aller aider un autre convoi séparément. Le capitaine Johnny Walker, bien sûr, a emmené à plusieurs reprises son 2e groupe d'escorte ou 2e groupe de soutien contre les U-boots, remportant un grand nombre de succès. Avec une variété de sloops, y compris, bien sûr, le navire amiral extrêmement célèbre de sa force, le HMS Stirling, comme on le voit ici. Mais comme les sloops n'étaient jamais disponibles en nombre suffisant autant que l'auraient voulu les Alliés, cela signifiait que les chalutiers n'étaient pas les seuls navires qui n'étaient pas vraiment conçus pour l'escorte de convois à être entraînés dans ce rôle. Voici les mouilleurs de mines, dans ce cas le mouilleur de mines de classe Alcyon. Mais là encore, plusieurs autres classes de mouilleurs de mines sont disponibles. L'indice se trouve dans le nom quant à leur véritable objectif d'origine. Et avec un déplacement d'environ 800 tonnes et une vitesse d'environ 16 nœuds plus ou moins selon la classe, et même dans certains cas selon le navire au sein de la classe, ces bâtiments n'étaient fondamentalement pas conçus pour l'escorte de convois. Leur armement principal consistait en un canon de 3 pouces ou un canon de 4 pouces, ou si vous aviez vraiment de la chance, peut-être 2 canons de 4 pouces. Ils n'étaient pas conçus pour être équipés de l'ASDIC. Ils n'étaient pas conçus pour emporter des grenades sous-marines, mais certains ont vite été modifiés à cet effet, car le rôle de mouilleur ou dragueur de mine restait précieux.
Le simple fait était que, après la pause initiale des champs de mines destinés à arrêter les U-boots et la pause occasionnelle de champs de mines tactiques pour piéger les navires côtiers allemands dans la Manche, la Royal Navy se contentait principalement d'entretenir les champs de mines existants plutôt que d'essayer d'en déployer de nouveaux. Et s'ils en déployaient de nouveaux, disons lors de la campagne de Norvège, ils avaient tendance à utiliser des destroyers parce qu'ils étaient plus rapides et avaient une plus grande portée. Et cela signifiait que ces mouilleurs de mines, très souvent, tout comme les chalutiers, étaient réquisitionnés pour assurer l'escorte des convois. Dans ce rôle, étant un peu plus grand et un peu plus rapide que les chalutiers, ils pouvaient, comme les sloops, participer à de véritables poursuites de sous-marins ennemis, même si, encore une fois, on ne voudrait probablement pas vraiment engager un combat direct avec la plupart des sous-marins. Et leurs équipements anti-sous-marins plus limités faisaient qu'ils devaient choisir avec plus de soin le moment précis où ils larguaient leur charge de profondeur. Ils ne pouvaient pas mener des attaques aussi longtemps qu'une escorte dédiée. Et bien sûr, même si leur vitesse maximale de 16 à 17 nœuds leur permettait de quitter un convoi, d'attaquer un sous-marin et de revenir, cela leur prenait tout de même un certain temps. Ainsi, au fur et à mesure que la guerre avançait, le nombre de dragueurs de mines utilisés comme escorteurs de convois diminuait de façon assez spectaculaire. À moins qu'il ne s'agisse d'un cas où les mines posées par l'ennemi pouvaient réellement représenter un problème important, surtout si vous arriviez au port. Comme sur certaines routes de convois arctiques, où leur fonction première de dragueur de mines et de poseur de mines pouvait être utilisée avec un effet assez significatif. De plus, ils constituaient une escorte anti-sous-marine correcte tant qu'ils restaient près du convoi. Et bien sûr, comme tous les navires de guerre armés, ils offraient au moins un minimum de tirs anti-aériens pour tenter de dissuader les attaques aériennes ennemies. C'était du moins l'idée générale. Le HMS Bramble s'est fait connaître lors de la bataille de la mer de Barents après s'être éloigné du convoi principal et avoir croisé le croiseur lourd allemand, l'admiral Yper, escorté par plusieurs navires dont chacun le dépassait en puissance de feu, et Yper, bien sûr, le surpassait très largement. Mais dans la grande tradition de la Royal Navy, le Bramble a décidé que si elle devait sombrer de toute façon, elle le ferait en se battant et a ouvert le feu sur le Yper, ce qui a beaucoup consterné les Allemands. Ils ont bien sûr coulé le Bramble assez rapidement, mais c'était une démonstration de défi qui, comme je l'ai dit, incarnait les idéaux de la Royal Navy et a en fait permis au convoi d'avoir une idée approximative de la position du Yper. Et cela nous amène à la corvette. Celle-ci allait devenir parmi les escorteurs anti-sous-marins les plus connus, mais elles n'ont été commandées que juste avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, la grande majorité d'entre elles étant de la classe Flower. Le terme corvette était une appellation ressuscitée, car il n'avait pas de désignation particulière pour ces navires dédiés à la lutte anti-sous-marine. Elles étaient plus grandes et un peu plus rapides qu'un chalutier, avec un déplacement d'environ 920 à 1000 tonnes et une vitesse d'environ 16 nœuds, mais elles n'étaient clairement pas aussi grandes, pas aussi rapides et pas aussi lourdement armées qu'un sloop qui, comme nous l'avons déjà établi, possédait déjà plusieurs canons de 4 pouces, alors que les corvettes avaient généralement un seul canon de pont, puis un tas de canons anti-aériens et une grande quantité de grenades sous-marines à l'arrière, bien qu'elles pouvaient être rééquipées avec d'autres armes au fil du temps. Mais le but de la corvette était de permettre d'en construire un très grand nombre aussi rapidement qu'humainement possible. Leur petite taille aidait, mais elles étaient surtout construites selon les normes de la marine marchande, inspirées des bateaux de pêche et baleiniers. Et cela signifiait que les petits chantiers navals, qui ne pouvaient pas construire de destroyers, ni même éventuellement des sloops ou les plus grandes frégates qui étaient conçues en même temps, pouvaient construire des corvettes. De nombreuses corvettes allaient entrer en service. Maintenant, la vitesse, comme vous l'avez peut-être remarqué avec certains des autres navires que nous avons déjà examinés, allait être un peu le talon d'Achille des corvettes. Tout simplement parce que, même si elles étaient à peine assez rapides pour poursuivre les sous-marins en plongée, ils n'étaient en réalité pas assez rapides pour réduire la distance avec un U-boot. Dans de nombreux cas, celui-ci avançait à bonne vitesse en surface. Et même dans le cas des U-boots plus lents ou de ceux qui étaient un peu lents à démarrer, c'était vraiment très serré. Et si elles quittèrent le convoi, cela créait une faille dans la couverture d'escorte. De nombreuses tactiques de sous-marins, italiennes, allemandes ou lors des rares attaques japonaises quand plusieurs étaient présents, espéraient très souvent attirer une corvette hors de l'écran d'escorte,
car sa vitesse maximale de 16 nœuds rendait difficile de reprendre sa position d'escorte à temps une fois la chasse commencée. Et cela, bien sûr, ouvrait une brèche dans les défenses du convoi permettant à d'autres sous-marins de s'infiltrer. Les meutes de loups étaient particulièrement douées pour cela. L'autre option était d'avoir assez de corvettes pour que cela devienne négligeable. On pouvait envoyer 1 ou 2 corvettes et les autres pouvaient simplement ajuster leur position pour continuer à protéger les convois. Mais encore une fois, au début de la Seconde Guerre mondiale et même jusqu'au milieu de l'année 1943, quand, oui, les corvettes devenaient de plus en plus nombreuses et pouvaient remplacer ou compléter des escorteurs moins adaptés, leur nombre restait tout de même limité. Et donc, cette tactique s'est révélée assez efficace pour les sous-marins ennemis jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'il y avait tout simplement tellement d'escorteurs disponibles en général qu'on pouvait se permettre de détacher plusieurs escorteurs anti-sous-marins, et sans vraiment affaiblir de manière significative le périmètre défensif. Et bien qu'ils aient rendu de loyaux services, l'un des autres problèmes qu'ils ont rencontrés avec la classe Flower, en particulier, était qu'elle avait tendance à rouler dès que la mer était un peu plus agitée que par calme plat. Au point qu'un jour, pendant une tempête dans l'Atlantique, 2 corvettes naviguaient côte à côte. L'une a contacté l'autre par radio pour demander leur état et ils ont répondu qu'ils allaient bien. Ils ont aussi noté que les feux de chaudière de la première corvette étaient impressionnants, car le roulis était tel que certains vigies de la seconde corvette pouvaient voir dans la cheminée lors des mouvements extrêmes. Malgré leurs défauts, les équipages de corvettes ont persévéré et grandement aidé à protéger les convois. Elles restaient très utiles malgré quelques faiblesses de conception. Mais avec le temps, il est devenu évident que, même si les nouvelles frégates, plus rapides et mieux armées, dont nous parlerons dans un instant, allaient être meilleures comme escorteurs anti-sous-marins, certains chantiers navals pouvaient produire à la fois des corvettes et des frégates, d'autres seulement des corvettes. Et donc une version mise à jour de la classe Flower, la classe Castle, qui était légèrement plus longue, un peu plus lourde et qui, par conséquent, pouvait être équipée du système Squid, a été mise à disposition vers le milieu et la fin de la Seconde Guerre mondiale. Ces navires étaient nettement plus marins, un peu plus rapides, bien que pas énormément, mais leur principale renommée venait de leur capacité à utiliser le mortier anti-sous-marin Squid. Beaucoup de navires de la classe Flower avaient soit reçu le système Hedgehog, soit vu celui-ci remplacer l'un de leurs autres systèmes d'armes. Mais le Hedgehog, bien qu'il ait été excellent car il leur donnait une capacité d'attaque vers l'avant, avait une grande limitation. Chaque charge était suffisamment petite pour qu'il faille obtenir un coup direct sur un sous-marin. Parfois, même un coup direct ne suffisait pas à neutraliser ou détruire le sous-marin si cela touchait une extrémité, le kiosque ou similaire. Alors que le système Squid pouvait lancer une grenade sous-marine de taille normale, voire 3, devant un navire. Bien sûr, une grenade sous-marine n'exigeait pas d'impact direct pour causer des dégâts potentiellement mortels, tandis qu'un impact direct était fatal. Le système Squid, plus grand et lourd que le Hedgehog, ne pouvait être embarqué par la classe Flower, mais le gaillard d'avant agrandi de la classe Castle le permettait. Ensuite, en termes de taille, il y avait la frégate, qui était en développement dès le tout début de la Seconde Guerre mondiale, mais qui n'entrerait réellement en service qu'au milieu de la Seconde Guerre mondiale. Et cela a commencé avec la classe River. À l'origine, elle devait s'appeler corvette à double hélice. Elles étaient un peu plus grandes et nettement plus rapides que la classe Flower, la classe River, atteignant environ 20 nœuds en vitesse de pointe et un déplacement juste en dessous de 1400 tonnes. La vitesse variait en fonction de le type exact de propulsion installé, et les choses ont évolué à partir de là. Elles étaient nettement plus marines qu'une corvette et aussi beaucoup plus lourdement armées, avec des canons de 4 pouces au lieu d'un seul, montés par paires jumelées, un à l'avant et un à l'arrière. Ces canons jumelés de 4 pouces pouvaient généralement tirer sur les avions, contrairement à beaucoup de canons simples de même calibre sur les corvettes qui n'en étaient pas capables, car ils ne pouvaient pas prendre assez d'élévation ou n'étaient anti-aériens qu'en théorie, puisqu'ils étaient entièrement pointés à la main. Étant plus grand, il y avait aussi une batterie anti-aérienne de petit calibre nettement plus importante. Parfois, 10 affûts de 20 mm ou plus étaient présents et certaines frégates récentes avaient des affûts de 40 mm.
Elles étaient équipées de lanceurs Hedgehog tirant vers l'avant de série, ainsi que d'une importante batterie de charge de profondeur, de lanceurs de charge de profondeur et de rails. L'artillerie renforcée les rendait plus aptes à escorter des convois dans des zones où la puissance aérienne de l'axe posait encore problème. Le nombre accru de charges de profondeur, combiné aux lanceurs Hedgehog intégrés dès le départ, en faisait des navires de lutte anti-sous-marine bien plus efficaces. La vitesse était également d'une grande aide car cela signifiait que la classe River était bien plus capable de traquer les U-boots sous l'eau puisqu'elle bénéficiait d'un avantage de vitesse considérable comparable à celui de certaines sloops de haute performance. Et même en surface, il restait plus rapide que la grande majorité des sous-marins qu'il chassait. En plus de pouvoir traquer et chasser plus vite, leur armement principal supérieur leur permettait de bombarder les sous-marins plus tôt, avec de bonnes chances de les toucher. Et une fois la chasse terminée à une vitesse de 20 nœuds, ils pouvaient beaucoup plus rapidement et facilement reprendre leur position auprès du convoi, ce qui réduisait les possibilités lors d'attaques de plusieurs sous-marins pour qu'un assaillant puisse s'infiltrer et attaquer les navires marchands. Il n'y avait que 2 véritables inconvénients à la classe River, dont l'un était que, parce qu'elle était légèrement plus grande, certains chantiers navals capables de construire des corvettes ne pouvaient pas construire de frégates de classe River, ce qui explique pourquoi la classe Castle a été inventée, comme nous l'avons mentionné plus tôt. Mais aussi, étant une conception du début de la guerre et assemblée dans une certaine précipitation, il y avait quelques petits problèmes de tenue à la mer. Comme je l'ai dit, elles étaient nettement meilleures en tenue à la mer que la classe Flower, mais il y avait encore une marge d'amélioration. Quelques navires de la classe River seraient envoyés aux États-Unis où ils seraient analysés et serviraient en fait de base aux frégates de la classe Tacoma, qui seraient construites à la fois pour les États-Unis et également renvoyées à la Royal Navy sous le nom de classe Captain. Ces navires étaient légèrement plus grands que la classe River, avaient à peu près la même vitesse, mais disposaient d'un armement principal très différent, utilisant le canon américain de 3 pouces plutôt que le canon britannique double de 4 pouces. Et comme ils étaient construits aux États-Unis, ils ont pu profiter de certaines des premières versions du canon Bofors de 40 mm que les États-Unis commençaient à produire en grande quantité. Tout comme les corvettes de classe Castle reflétaient les leçons tirées de la classe Flower, la classe River serait suivie surtout par la classe Locke. Les frégates, qui ont également introduit des équipements comme le mortier anti-sous-marin Squid, lançant des grenades sous-marines de taille normale à la place du Hedgehog, ainsi qu'une meilleure tenue à la mer. Et ayant été conçues au milieu de la Seconde Guerre mondiale pour être introduites et mises en service vers la fin de la Seconde Guerre mondiale, la classe Locke était également dotée d'un armement anti-aérien encore plus lourd. Cependant, on pourrait penser qu'il s'agissait d'un certain recul. Lorsqu'on regarde initialement des photos d'une classe Locke et qu'on se rend compte qu'il n'y a qu'un seul canon de 4 pouces à l'avant, semblable à une corvette de classe Flower, contrairement aux 2 affûts doubles de 4 pouces d'une classe River. Mais cela était compensé par une augmentation considérable de la puissance de feu antiaérienne légère et moyenne. Ainsi que bien sûr l'introduction du Squid, qui se présentait sous la forme de 2 lanceurs triples séparés sur une frégate, contrairement à un seul lanceur sur une corvette. Et cette reconnaissance d'une menace aérienne croissante, car le nombre impressionnant de navires anti-sous-marins dédiés commençait à avoir un effet significatif sur la flotte de sous-marins de l'Axe. Cela a été démontré avec le développement de la classe Bay, qui était essentiellement des coques de classe Locke, mais revenant à un armement plus proche de celui des navires de type River, avec 2 canons jumelés de 4 pouces, ainsi que de nombreux canons anti-aériens de moyenne et courte portée, et un retour au lanceur Hedgehog pour économiser du poids. Ainsi, ces navires sont devenus surtout des frégates anti-aériennes plutôt qu'anti-sous-marines, tout en restant principalement conçus pour l'escorte de convois. Tant dans les zones autour de l'Europe du Nord, où l'Allemagne combattait encore, et surtout en prévision des opérations dans le Pacifique occidental, où, bien sûr, la principale forme d'escorte de convois concernait les convois de troupes et d'invasion. En allant attaquer les possessions japonaises, où de nombreux kamikazes et d'autres avions d'attaque, un peu moins suicidaires, les attendaient. Un autre petit escorteur dans la gamme que nous examinons, que l'on pouvait trouver en haute mer, était la classe PCE 842. Il s'agissait d'un patrouilleur construit par la marine américaine. Et il se situe dans la catégorie des plus petits, avec environ 850 à 900 tonnes capables d'atteindre environ 16 nœuds, et armé, comme vous pouvez le voir ici, d'un seul canon de calibre 3 pouces à l'avant, d'un mélange de canons Bofors de 40 mm et de 20 mm, ainsi que d'un lanceur Hedgehog, plus des charges de profondeur.
En fait, ces navires représentaient la dernière évolution du chasseur de sous-marins, si vous voulez, les chasseurs de sous-marins étant généralement des navires beaucoup plus petits, souvent conçus pour des opérations côtières. Alors que la classe PCE 842 était juste assez grande pour pouvoir s'aventurer en haute mer. Certains seraient transférés à la Royal Navy, d'autres seraient conservés par la marine américaine. Et comme vous avez peut-être pu le deviner à partir des différentes statistiques des autres navires que nous avons examinés, ils n'étaient pas l'escorte idéale pour les longues distances en haute mer. Ils étaient dans la moyenne, voire en dessous. En termes de vitesse, ils sont évidemment à peu près aussi rapides, peut-être un peu plus lents qu'une corvette, juste un peu plus petits et, par conséquent, légèrement moins performants. Fortement armés pour la lutte anti-sous-marine, ils restaient utilisables et fréquents dans les escortes de convois au milieu de la guerre, mais à la fin, ils furent supplantés par des navires plus grands et performants. Et la dernière classe d'escorteurs de convoi en haute mer dont je ne parlerai pas aujourd'hui est la classe Hunt des destroyers d'escorte. Ceci est distinct du type américain de destroyer d'escorte, les deux étant construits en Grande-Bretagne et conçus pour des objectifs légèrement différents, bien que tous deux aient globalement un rôle similaire. Ce qui est intéressant, c'est que, alors que le destroyer d'escorte commence lentement et devient plus rapide et nettement mieux armé au niveau de l'artillerie, la classe Hunt, bien qu'elle ne ralentisse pas, commence nettement plus vite que les destroyers d'escorte et réduit son armement avec le temps. Ainsi, la classe Hunt a été initialement construite comme un petit destroyer économique d'environ 1000 tonnes, donc un déplacement similaire à celui d'une frégate, mais avec un armement nettement plus lourd, comprenant 4 tourelles doubles de canons de 4 pouces, donc similaire à certains sloops plus lourdement armés, pour un total de 8 canons principaux. Et avec une vitesse bien plus élevée de 27 à 28 nœuds, et cela parce qu'ils étaient conçus pour être essentiellement des escorteurs polyvalents. La plupart de ce que nous avons vu jusqu'à présent a été conçu spécifiquement pour la protection des convois, alors que la classe Hunt a été conçue pour pouvoir également servir d'écran à la flotte de bataille principale, d'où la nécessité d'une vitesse plus élevée. Mais comme la classe Hunt a continué à être construite en 3 séries distinctes, alors que la première série avait 8 canons, la série suivante est passée à seulement 6 canons, donc similaire à certains des autres sloops plus grands de la fin de l'époque, simplement en supprimant un affût double. La troisième série est descendue à 4 canons, bien que la quatrième et dernière série soit remontée à 6 canons répartis en 3 affûts doubles. Et au fur et à mesure des séries, ils ont reçu un armement anti-aérien léger et moyen de plus en plus lourd, et, de manière générale, une capacité accrue des soutes ou du stockage. Pour leur charge de profondeur, bien que les types 4, la dernière variante, en aient eu moins, mais il ne s'agissait que d'une classe de 2 navires. Donc, la plupart du temps, vous verrez les types 3 avec les 4 canons en 2 affûts doubles, considérés comme la dernière variante principale. Contrairement à la plupart des escorteurs anti-sous-marins construits en pleine guerre, ils étaient généralement dépourvus de lanceurs Hedgehog. En partie parce qu'ils comptaient sur leur augmentation significative de vitesse par rapport à la plupart des escorteurs. Comme nous l'avons dit, ils pouvaient atteindre entre 27 et 28 nœuds par beau temps, certaines des variantes ultérieures descendant peut-être à 25 ou 26 nœuds. Entièrement chargés, ils sortaient rapidement, poursuivaient et rattrapaient les U-boots bien plus vite et efficacement que les escorteurs plus lents. Et donc ils pouvaient se contenter des charges de profondeur parce qu'ils pouvaient facilement compter sur le fait de passer au-dessus de leur cible plutôt que d'avoir à les poursuivre en chasse arrière. Celles-ci ont en fait été construites relativement tôt, mais il est intéressant de noter qu'elles n'ont pas été immédiatement affectées en masse à des missions d'escorte anti-sous-marine de convoi. Cela tenait à leur vitesse, leur permettant d'opérer avec la flotte, mais aussi aux lourdes pertes de destroyers et au grand nombre de navires à remettre en état en début de guerre. Un bon nombre d'entre eux ont été envoyés directement en première ligne, où l'on pourrait presque considérer certaines de leurs missions comme des missions de première ligne. Ainsi, par exemple, en Méditerranée, même si la classe Hunt n'accompagnait pas nécessairement la flotte méditerranéenne de Cunningham lors de toutes ses nombreuses aventures, on pouvait parfois les y trouver, et on pouvait certainement les y trouver. Ils escortaient les convois méditerranéens en direction de Malte, une tâche qui était habituellement accomplie par d'importants éléments de la flotte. La classe Hunt avait donc la vitesse requise pour les suivre, d'où leur utilisation.
Ainsi, leur capacité faisait que ce n'est qu'une fois entrés en service les destroyers construits en urgence pendant la guerre et d'autres navires du même genre. À ce moment, on voit de plus en plus de navires de la classe Hunt affectés surtout à l'escorte de convois plutôt qu'à l'escorte de convois et au service de la flotte. Leur vitesse les rendait très prisés des groupes spécialisés dans la chasse aux sous-marins au fil de la guerre. Et cela nous amène à la fin des principaux types de petits navires hauturiers, navires d'escorte de convois anti-sous-marins, qui, pour cette vidéo, sont essentiellement des navires capables de traverser l'Atlantique ou d'aller jusqu'à Mourmansk, etc., et qui déplacent généralement jusqu'à environ 1200 tonnes, ou étaient des navires dédiés à la lutte anti-sous-marine. Cela signifie qu'il y a quelques navires que nous n'avons pas mentionnés, bien que beaucoup d'entre eux aient été abordés ailleurs sur la chaîne dans différentes vidéos, que je classerais comme une sorte de navire d'escorte de taille moyenne ou à usage mixte. Et cela inclura des choses comme vous pouvez le voir ici, les destroyers d'escorte que les États-Unis ont construits parce qu'ils étaient un peu plus grands. Et aussi, comme la classe Hunt, ils ont passé pas mal de temps à escorter des unités de la flotte, autant qu'ils escortaient des convois, mais ils faisaient aussi clairement de l'escorte de convois. Vous avez aussi d'anciens destroyers dans la gamme de 1300 à 1400 tonnes plus ou moins, qui ont été réquisitionnés pour l'escorte de convois simplement parce qu'il n'y avait pas de meilleure alternative. Cela pouvait donc être des destroyers britanniques de la Première Guerre mondiale, de l'après-guerre immédiat, ainsi que la célèbre classe Town, surnommée les destroyers à 4 cheminées. Et, bien sûr, il y a aussi les navires d'escorte de convois beaucoup plus grands, comme les navires marchands armés d'une catapulte, les porte-avions marchands, les porte-avions d'escorte eux-mêmes, les croiseurs marchands armés, qui étaient parfois utilisés dans ces rôles, et les navires marchands anti-aériens. Quelque chose dont beaucoup de gens n'ont jamais vraiment entendu parler, mais qui est en fait assez intéressant. Et bien sûr, les navires de sauvetage de convois. Donc, si à un moment donné vous voulez que je fasse une vidéo complémentaire qui parle de ces navires d'escorte de convois de taille moyenne et grande et des navires qui avaient un usage bien plus polyvalent, eh bien je peux envisager de faire cela plus tard cette année. J'espère que ce guide rapide sur les petits navires ayant maintenu les lignes d'approvisionnement lors des grandes batailles de convois de la Seconde Guerre mondiale vous a été utile. Je vous retrouverai bientôt dans une autre vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des commentaires ou des suggestions de navires à examiner, dites-le nous ci-dessous. Commentez la publication épinglée pour les questions du dry dock.